Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Clé de Vie, émission Antro Résilience qui est sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Écoutez, aujourd'hui on ne pouvait pas faire une autre émission que celle-là, en compagnie de mon invité que vous voyez puis vous allez bientôt entendre. On est lors de la première diffusion de cette émission à quelques jours de la journée de prévention du suicide, la journée mondiale. Écoutez bien ce témoignage-là, ça commence, vous voyez, le visuel, on ne peut pas tricher, là, j'ai déjà des frissons partout. Je ne connais pas grand-chose de plus que vous. Ce que je peux vous dire, c'est que cette maman et mamie qu'on reçoit aujourd'hui a un message très fort à vous livrer, un parcours de vie incroyable. Et n'oubliez pas, un de mes livres de chevet, Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. J'en fais la pub à outrance, jusqu'à écœurement. Vous allez voir, là, il n'y a pas besoin d'être un grand psychiatre pour avoir des messages forts à livrer. Bonjour Dominique Gagny. Bonjour Patrick. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis très heureuse de participer à cette émission pour justement élaborer sur un sujet qui est très tabou, qui est le suicide, et en parler, tout simplement. Ouais. Parce que, pour préciser la situation, Dominique, tu étais, on va se tutoyer, je pense que c'est plus facile, on est à Québec, tout le monde se tutoie. Des fois j'ai du mal, j'avoue, mais bon, voilà, je sais pas. L'invité a mis l'animateur à l'aise, c'est bon. C'est parfait. Tout allait, on va dire, pour le mieux. Ça allait très bien. Jusqu'à il y a 4 ans de ça. Ouais. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Il y a 4 ans, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a 4 ans, le 26 novembre, ma fille, mon bébé, Tania, s'est enlevée la vie, une peine d'amour. Alors, moi, je travaillais beaucoup pour les ateliers d'autoguérison, les soins que j'apportais aux gens. Je faisais la navette entre le Saguenay et ici, Bromont, parce que je suis native du Saguenay, mes filles aussi d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Ça fait que c'est une peine d'amour. Est-ce qu'au niveau de l'entourage, puisqu'on parle souvent de l'entourage des malades, ou des gens qui restent plutôt aussi, dans votre cas, là, je sais pas, l'environnement familial, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir? Pas du tout. J'ai pas vu venir ça, sauf l'inquiétude, c'est sûr, d'une maman, regardant sa fille qui avait une peine d'amour et qui, les derniers mots, parce qu'on a tout fait ça sur Internet, à moi et sa sœur, elle nous a dit que son chevalier la quittait et que, elle voulait voir une psychologue et tout ça pour l'aider. Je lui ai donné des numéros. Moi, je devais quitter le dimanche. C'est le samedi qu'on s'est écrit la dernière fois. Non, le lundi. Le dimanche, je lui envoie un petit mot. Écoute, regarde, dis-moi comment tu te sens. Et ce qu'elle m'a dit par courriel, je ne veux pas entendre vos voix. Alors là, bon, comme tout le monde, une peine d'amour, on en a tous eu dans notre vie. Et, je me dis, bon, écoute, elle a besoin d'être toute seule, elle a besoin de se retrouver elle, et puis c'est correct. Maintenant, je comprends que probablement qu'elle savait très bien que si j'avais entendu sa voix, j'aurais sûrement détecté réagi. Quelque chose. Ouais. C'est sûr et certain que j'aurais entendu ce qui est... Alors non, sauf le mardi où je l'ai appris, moi le mardi soir, j'étais en train de donner un soin au Saguenay, puis toute la journée, 3-4 fois dans la journée, c'est comme on a une petite voix intérieure qui vient nous dire des choses des fois, puis ce que j'entendais à l'intérieur de moi, c'était que je serais obligée d'aller à Montréal d'urgence pour Tania. Mais je me posais la question, mais pourquoi? C'est une peine d'amour. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là comme activité, ou est-ce que tu étais déjà... Je donnais des soins
des soins énergétiques, en fin de compte, le travail sur le corps. C'est Reiki, fasciathérapie et lithothérapie. C'est-à-dire que tu étais beaucoup, parce que c'est pas le cas de tout le monde, à développer ton côté ressenti. Exactement. On parle pas juste de l'instinct maternel, qui est ce qu'il est, que tout le monde comprend et perçoit. C'est un haut sens de perception, en fait. Ouais, d'accord. Okay. Ce que Tania avait aussi, là, mais c'est un haut sens de perception. Là. Tous les sens sont développés. Ça veut dire qu'elle est passée de j'ai besoin d'aide, thérapie, etc., je vis une peine d'amour, à s'isoler, vouloir entendre personne, et malheureusement le processus déraisonné a pris sa place à ce moment-là. Elle avait quel âge là, au moment de son départ? 26 ans. 26 ans, d'accord. Ouais. Magnifique jeune femme de 26 ans. Est-ce que je ne veux pas rentrer dans des détails intrusifs encore une fois, parce que c'est pas le propos de l'émission en général, mais je saute une étape volontairement. Est-ce qu'avec le recul, toi, tes autres enfants, l'entourage, bref, vous avez eu des éléments de preuve comme quoi elle avait prémédité son geste? Est-ce que vous avez eu quelques explications par rapport à ça? Ben, disons que Tania était une jeune fille, un enfant très différent, très intense, vraiment très, très intense. Et j'ai suivi une formation qui s'appelle Sentinelle de la part des CPS, le Centre de prévention suicide. Et j'ai découvert à ce moment-là que les éléments de la vie d'une personne peuvent amener à justement un geste comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu pour elle, bien sûr, des passages, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes, il y a des passages dans la drogue, le sexe, des choses comme ça, qui font que il y avait beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. Vraiment beaucoup de colère, de la violence quelquefois vis-à-vis de ses pères. Alors, c'est quelque chose qui était là, qui était à l'intérieur d'elle. Elle avait ce haut sens de perception aussi. Et puis, dès son jeune âge? Oui, dès son jeune âge. Okay. Vraiment, là, je me suis souvenue avec l'écriture de certains passages de vie où je me suis rappelée c'était elle aussi, ça. Ouais, okay. Alors, qui s'était en partie développée et qui recommençait, là. Elle commençait à s'ouvrir à ce qu'elle était vraiment, là. Fait que, alors, ces signes de préméditation, je dirais pas qu'il y en ait eu nécessairement. Par contre, ces passages de vie peuvent amener à penser que oui, c'était un sujet à. Ouais. Tu me diras si je me permets d'insister là-dessus, mais dis-moi si jamais c'est pas correct à ton niveau. Je me posais plus la question, puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont été confrontés à ce genre de drame. C'est pas tellement sur est-ce qu'elle était prédisposée à. C'est plus toi en tant que maman, la question qu'on se pose tous quand ça arrive dans notre entourage, bien souvent, comment j'ai fait pour pas le voir venir? Tu sais, le côté... puis des fois, c'était prémédité par la personne de s'enlever la vie. Puis, bien souvent, on s'en rend pas compte, pour la simple et bonne raison, là, je fais une petite parenthèse, puis je pense que tu seras de mon avis, c'est que bien souvent, quand les gens sont vraiment prêts à passer à l'acte, ils sont mieux. Ils savent que ça va s'arrêter tel jour. Donc c'est encore plus difficile pour l'entourage. Cette souffrance, disons que je l'ai sentie moi après la souffrance intense comme ça, cette souffrance, je pouvais pas percevoir ça parce que je l'entendais pas. J'ai pas entendu sa voix, non, je n'ai pas perçu ça. C'est une peine d'amour. Elle avait pas de ce qu'on peut appeler un trouble mental ou des choses comme ça. C'était une petite dépression. Et quand on parle de trouble mental,
elle n'a pas passé sa vie à être dépressive, absolument pas. C'est pas c'est pas une jeune fille qui était. Alors non, je n'ai pas senti qu'il y avait de préméditation. Par contre, la veille, son chum qui la quittait, qui l'avait quitté depuis 4 jours, le téléphone, je suis au Saguenay, puis me dit qu'elle veut prendre des médicaments. Et là, je suis vraiment pas contente, parce que là, moi, je suis à 5 heures de route, je ne peux plus rien faire, elle ne veut pas entendre de ma voix, et puis je me disais, écoute, c'est des adultes de presque 30 ans, là, je lui ai dit, fais quelque chose, je peux, moi, rien faire, là. Alors, oui, peut-être ce signe, mais en même temps, on veut juste pas penser qu'il peut y avoir suicide suite à ça, parce que c'est impensable. Ça arrive aux autres, pas à moi. C'est quelque chose que j'ai même pas pensé. Absolument pas pensé. Je pense que la prévention, justement, là, que ce soit avec une journée mondiale ou autre, c'est souvent parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Exactement, c'est ça. Et non. Puis on va y être confronté je trouve de plus en plus, parce qu'il y a plein de gens là, qui ont des fausses idées, des fausses intentions de suicide. Je dis pas que c'est agréable, mais il y a des témoins lumineux qui s'allument. Il y a des signaux, puis c'est moins grave à la limite. Ce que je trouve épouvantable avec ton témoignage encore aujourd'hui, parce que j'en ferai d'autres émissions, puis il y en a déjà eu, puis ça fait partie des thèmes des conférences bien entendu, où j'aime qu'on s'adresse à l'entourage des malades et qu'on s'adresse à ceux qui restent. C'est que quand on est dans un raisonnement déraisonné, ce que j'appelle moi à mon petit niveau, ces gens qui sont prêts à passer à l'acte tel jour, telle heure, ils sont très habiles pour cacher, pour pas qu'on s'en rende compte, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les aide. Leur processus est déjà en route. Et ça, je trouve que ça fait des dégâts épouvantables, des dommages collatéraux. Puis je trouve ça très intéressant que tu aies j'allais dire le courage, mais c'est le cœur de venir nous parler de ça, parce que probablement, puis je souhaite qu'il y en ait le moins possible, c'est pas très vendeur là, qu'il y a des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui sont confrontés à ça, ou qui ont le déni acceptable de dire ouais, un tel m'a dit qu'il allait prendre des médicaments, mais il ne fera pas parce que ça va pas nous arriver. Je veux que ton émission aujourd'hui et ton propos servent à ça, à ce qu'on soit encore plus vigilant, même pour un voisin qu'on voyait puis qu'on voit plus, plutôt que d'être dans le jugement. Ah, totalement, faut pas être là-dedans. C'est pas juger quelqu'un de penser qu'il y a des pensées suicidaires. C'est pas apporter un jugement, c'est apporter plus de l'aide ou une compréhension, une écoute surtout, vraiment une écoute qui doit être présente. Alors, de la même manière que tu as nommé son chum de l'époque, une rupture, on n'a pas à s'immiscer nous là-dedans, encore moins au niveau de l'émission, mais c'est je pense qu'il faut que tout le monde se déculpabilise dans ces moments-là. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que il y avait un terrain sous-jacent au niveau des idées morbides, suicides, etc., puis qu'il y avait un facteur déclenchant. Mais que le facteur n'était en rien responsable du terrain sous-jacent, qui s'explique malheureusement pas forcément très facilement, sinon on sauverait beaucoup plus de gens que ça. Mais c'est ça, quoi, que ça soit son chum, une perte d'emploi, n'importe quoi, là. Il y a des déclencheurs. Ça a été comme on a des déclencheurs dans nos vies pour avancer vers quelque chose. Puis ça a été rapide apparemment, là, puisque j'ai entendu que tu disais 4 jours après. 4 jours après, oui. C'était comme si le mot qu'elle m'a laissé, parce qu'elle m'a laissé un petit mot, désolé maman, ce n'est pas de ta faute, je t'aime, mais en tout cas c'était pas quelques lettres qui étaient très très pâle, et j'ai échoué. C'est quelque chose que j'ai trouvé 2 semaines après, un mot. Et puis, mais échouer quoi? Je sais pas. Puis dans le fond, tu sais, il reste que c'est son geste. Pour moi, c'est son geste. Je l'ai accepté. Et ça a été un très, très long travail.
accepter le geste de ton enfant qui semblait la vie que tu lui as donnée, avec tout l'amour que j'ai pour elle, garder cet amour, vraiment, cette connexion et tout ça, était pour moi très, très importante, l'est encore d'ailleurs. Alors, l'acceptation devient probablement de la résilience. Et la première année, ça a été d'une terrible souffrance. C'est vraiment particulier et je me suis donné la permission de vivre ce deuil. Vraiment. Avec toute la souffrance que ça pourrait impliquer. Et je pensais pas qu'on pouvait autant pleurer. Vraiment, c'était quelque chose... je pleure encore, bien sûr. Et tout à l'heure, je lisais un peu ma conférence avant qu'on se parle. Puis j'ai pleuré parce que c'est se remémorer des moments vraiment insoutenables. Est-ce que tu as vécu de la colère? J'ai tout vécu. Et j'ai pas fini. C'est ça qui est le pire. Il faut pas s'attendre à ce que ça se termine après 1 an, 2 ans ou 3 ans. Un deuil, surtout d'un enfant, je crois, et par suicide, encore plus, c'est une vie. Ouais, mais comme tu dis, même si on ne parle pas de suicide, survivre à son enfant, il y a quelque chose de pas d'illogique là, dans le processus. Tout à fait, tout à fait. Alors en plus, ça s'enlève la vie, bon, c'est certain oui. que... Ouais. Et oui, de la colère envers elle, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je comprenais. Comme maman, on comprend tout. Je comprenais. Mais j'en ai vécu, par contre. Et envers beaucoup d'autres gens autour, bien sûr. Envers moi. Parce que j'ai pas vu venir ça. J'ai peut-être eu la chance à certains moments, mais que, bon, avec tout ce qui se passe autour, les mouvements et tout ça, la rapidité, on passe à côté de quelque chose ou pas. Tu sais, faut croire que ça devait être tout simplement comme ça. Et c'est ça que j'ai accepté. Ça, l'acceptation dont tu parles, qui est pas, on donne pas un blanc-seing, on ne souhaite pas ça, même quand on l'accepte, sans faire de la religion à 2 balles, comme on dit en France. En théorie, enfin, je veux dire, s'enlever la vie, c'est un droit, sans être un droit. Bref, je laisse ça dans les airs, là. Chacun se fera sa propre opinion. Mais est-ce que... C'est une perception, hein, on a tous une perception de tout ça. C'est pour ça que je ne veux pas donner d'avis, parce que ça serait trop personnel, puisque j'ai été confronté à ça. Et je peux pas donner d'avis. Ouais, puis je crois que c'est chacun qui doit réfléchir là-dessus. Hein. Mais par contre, enfin, on fait surtout pas la promotion là, de cet acte-là, bien entendu. Absolument pas. Au contraire, on espère, toi comme moi, comme n'importe qui ferait une émission là-dessus, il y a de très belles émissions, qu'on évite ce geste, qu'on suscite la réflexion chez les gens qui sont en état de mal-être. Donc, un des ennemis de la résilience, je le dis souvent aussi, c'est les non-dits. Voilà, donc... vaut mieux parler pour rien dire que garder quelque chose pour soi par moment quand on se sent pas bien. Mais par contre, au niveau des réponses, est-ce que dans ton cas, dans le cas de ta famille, on va en parler aussi là, parce que tu es maman de 3 enfants, même s'il en reste 2 physiquement vivants, tu es quand même la maman de 3 enfants à l'heure actuelle. Je les ai portés, ils sont là encore. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es resté avec des questions sans réponse, malgré la lettre, malgré tout ce que tu as compris et accepté? Pour moi, non. Pour moi, j'avais pas besoin de ça. Okay. J'avais pas besoin de savoir. Je savais. Elle s'est enlevée la vie parce que je la connaissais. Comme c'est moi qui l'ai fait. Et comment je dirais donc. Et le travail que je faisais aussi étant un travail sur le corps humain, pour moi, le corps humain est fantastique. Alors, justement, là, tu me donnes une transition, mais c'est incroyable. J'ai plus rien à faire, moi. Je vais vous laisser. Merci, au revoir. mais non, reste. On a compris Dominique Gagné, la maman qui souffrait, à qui il est tombé ça sur la tête, de nulle part, quelque part. Toi, ton entourage, hein, mais c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui. À la Dominique Gagné qui a accepté 4 ans après, ou ça t'a peut-être pris que 2 ans, j'en sais rien, peu importe. Mais qu'est-ce que tu as mis en place
Qu'est-ce qui t'a servi pour... Parce que c'est dur d'évacuer la colère, les larmes, de passer à autre chose, de continuer à voir que la vie est plus belle, voire l'apprécier encore plus. Merveilleux malheur, le revoilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Même dans la première année de ma grande souffrance, de mon grand deuil, je lisais. Je lisais beaucoup. Je recevais sur Internet plein de textes, des choses comme ça. Et il y a un texte qui m'a touché plus que d'autres, qui est de Christian Singer, peut-être que je prononce pas bien, S-I-N-G-R, qui dit « Ne laissez pas de traces de votre souffrance sur cette terre. » C'est beau ça. Oui, écoute, c'est une femme magnifique. C'est un monsieur qui a fait la guerre qui raconte ça et tout ça. Et là, je me suis mis à voir que je ne pouvais pas avoir vécu ça pour rien. Ça se peut pas de vivre autant de souffrance, de détresse, et tout ce qui se produisait dans mon corps, de peine et tous les sentiments qui peuvent accompagner le deuil, honte, colère, tout le kit, là. J'en ai vécu un encore, ça fait pas longtemps. Et puis, pour rien, ça se peut pas, ça. Donner un sens à tout ça. Et c'est ça qui me parlait beaucoup. Et je trouve que c'est important de donner un sens à ça. De n'importe quelle manière. Alors, mes outils à moi, bien sûr, ont été mes ateliers d'auto-guérison que je donnais. Alors, je les ai refaits. L'écriture. Et que je suis content de t'entendre parler de ça. Tu t'es soigné à travers ce que tu as... Pas les ateliers d'écriture, hein. Non. Quand tu as parlé des ateliers d'auto-guérison que tu donnais. Ça, là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais... je suis de ceux qui pensent que quand on est dans le développement personnel, qu'on agit chacun à notre niveau, je balaye très vite, peut-être trop, pardonnez-moi, le côté, on est des coachs, on est des thérapeutes de je sais pas trop quoi, même sans diplôme. Moi, je suis de celles et ceux, en tout cas, qui pensent que quand on donne aux autres, quand on partage quelque chose, c'est que quelque part, on a besoin de se soigner nous-mêmes. On a besoin d'être aidé pour nous aussi. C'est ça. Alors, et toi, tu as commencé avec ça. Ça t'est venu des ateliers d'auto-guérison, c'est ça? Oui, mais ça, c'est plus l'écriture vraiment. Et je sais quoi faire avec les écritures. Bon, on peut les brûler, on peut les enterrer, on peut les mettre dans le congélateur si on veut et tout ça, pour me libérer, pour libérer mon corps. Avec ça, bien sûr, je fais de la méditation, ça m'a aidé beaucoup. J'ai reçu beaucoup de soins. Être touché, c'est être touché physiquement pour pouvoir atteindre ce cœur qui est tellement blessé par ce geste, cette carapace qui s'est formée autour d'un cœur de maman, et pour justement pouvoir donner un sens à tout ça. Et l'écriture, ben j'en ai fait un livre, hein, c'est sûr qu'on pourra peut-être en parler, mais j'en ai fait un livre et j'ai reçu des textes aussi. Et lire les textes des autres et relire ce que moi j'ai vécu, mes étapes, et prendre conscience que ce passage était, en fin de compte, pour moi, un moment de donner un sens. C'était là pour ça, pour donner un sens, pour ce qui va suivre, qui va être merveilleux. Et tu vois, par rapport à ton livre... C'est facile, là. Par rapport à ton livre, j'en profite là pour te le dire, parce qu'on n'en avait jamais parlé, et puis donner l'information à nos auditeurs. Dans un avenir très proche, tu pourras être reçu avec moi, ou même éventuellement d'autres animateurs de la station, à une émission qui s'appelle Livre à lire, où là, on va rentrer dans le détail de tes écrits. Là, aujourd'hui, c'est plus un format par rapport à qu'est-ce que ça a changé chez toi, les émotions, la résilience. Malheureusement, il nous reste quelques minutes sur ce format-là, mais je veux simplement donner une information que j'avais notée dans un petit coin là, quand on se parlait, en dehors des ondes. C'est que tu es maman de 3 enfants, comme je l'ai expliqué, mais il y en a un qui est venu au monde, que tu as mis au monde, puis qui est parti. On va faire très court là-dessus, mais s'il y a une maman qui connaît le
j'allais dire le va-et-vient des enfants, là, au niveau physique, qui viennent et qui repartent, c'est bien toi. On sent que tout le monde aurait souhaité que vous ne viviez pas ça, c'est clair. Mais on sent que tu en as fait comme un tremplin pour être sur ton X encore plus. Là. Je sais pas comment dire. C'est ça, moi, que je ressens quand tu nous parles. Là. Je suis surpris depuis tout à l'heure avec ça. Ah ben merci, parce que oui, effectivement. Et puis les projets, c'est fou. D'ailleurs, on en reparlera. Mais il y a des projets extraordinaires qui arrivent. Et puis c'est comme si, avec cette fermeture de cœur, c'est produit avec le travail de deuil, parce que c'est un travail d'après Freud. Il y a une réouverture encore plus élargie. Et ça, c'est un cadeau. Vraiment, c'est pas le suicide de ma fille, un cadeau. Je dirais pas que c'est un cadeau. C'est ce qui est le sens de tout ça. C'est un cadeau. Parce qu'après, il existe quelque chose d'autre. Et d'aller chercher cette force dans cette vulnérabilité qu'on a atteint, c'est la chose la plus difficile à faire, mais tellement importante. Que ce soit pour une maman ou pour un papa ou pour quiconque. On vit tous ça différemment. Par contre, le trouble mental est présent chez la plupart des gens à un moment donné de notre vie. Ben oui. Et c'est ce que je veux aussi partager, parce que c'est ton message. Ouais. Oui, on a un moment de dépression dans nos vies qui est court. Comme moi, bon, si on va parler de culpabilité et tout ça, quand j'étais enceinte de Tania, bon, il est arrivé des choses, le papa et tout ça. En tout cas, c'était un peu olé là. Et puis, j'ai eu une légère pensée suicidaire. Alors, oui, je me suis sentie d'une culpabilité incroyable. Tout d'un coup, je lui ai inculqué ça à l'intérieur de moi. Mais non, je crois que c'était tout simplement parce que ça devait être. C'est toujours pas facile à même dire, exprimer, parce que c'est comme maman, avoir des pensées suicidaires quand tu as un bébé dans ton ventre, ça a été très court. Et c'est ma maman à moi qui m'a aidée. Vraiment, et je l'ai remerciée, justement, je la remercie énormément. J'ai su entendre. Là, tu vas entendre quelque chose qui peut-être va te déplaire, mais comme je te dis, on coupe rien au montage et puis on est entre nous, là. Oui. Là, je vais y aller avec mon propre ressenti, en tant qu'animateur, bien évidemment, mais au début de cette entrevue, je me suis dit, intérieurement, là, wow, quelle belle conférencière, qu'est-ce qu'elle est d'aplomb, tu sais, limite détachée, même si ça fait que 4 ans. Et puis, je te promets que c'est pas parce que tu touches tes oreillettes de temps en temps, là. Ouais. Mais au fil des secondes, je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre là entre tes deux. C'est-à-dire il y a plein de monde. C'est comme si. Non, mais on va parler juste de Tania là. C'est comme si tu la portais encore en toi. Ah, ben c'est sûr. Depuis qu'elle est partie, ouais. Tout à fait. Et que c'est ton énergie, là, comme un peu le carburant pour la voiture. Là. Comme on dit ici, elle n'est pas tombée loin de l'arbre. Ouais, c'est ça. C'est bien qu'on arrive à rire et à sourire un peu de tout ça là. Ça maintient aussi. C'est une émission qui est chargée en émotions, comme souvent. On en a fait avec beaucoup plus d'humour, mais là, c'était moins un choix personnel. Là. Puis je vois que tu tiens le coup comme une grande. Hein. D'abord parce que on est dans cette semaine et la journée au moment de la première diffusion de cette émission. Que vous écoutez d'ailleurs peut-être pas en première diffusion. Ça fait peut-être 86 ans qu'on a diffusé cette émission. On est à 3 milliards d'auditeurs, puis vous êtes le 3 milliards unième, on ne sait pas. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que c'est rediffusé régulièrement. Mais en tout cas, au moment où on a fait cette émission-là, on est vraiment dans cette journée qui est très sérieuse, qui est une période de l'année qui est très chargée aussi en émotions à ce niveau-là.
je vais te laisser conclure. Moi, j'ai simplement à dire, exprimez-vous. Ne pensez pas qu'on résout des problèmes en s'effaçant du paysage. Non. Je parle pas juste au niveau suicide. Hein. Il y a des gens qui partent à l'autre bout de la planète. Hein. Ouais. Parler à des gens comme Dominique, qui a le courage et le cœur de nous partager ça aujourd'hui. Puis je te laisse les quelques secondes qui nous restent, Dominique. Là. Je pourrais juste dire de conserver l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous et pour les autres. Et c'est ce qui mène le monde, l'amour. Et c'est ce qui peut nous sauver, en fait, donc, nous sauver nous-mêmes de ces traumatismes. Parce que tout trouble, le deuil d'un enfant par suicide, c'est un deuil traumatique. Et c'est l'amour vraiment qui peut, l'amour de soi, l'amour de demander que tout redevienne en équilibre. Tout simplement, là, à l'intérieur de soi. Avec ces propos de Dominique Gagné, pour finir et conclure cette belle émission, on n'a rien à vous vendre. Vous êtes là, on est là pour vous. Merci beaucoup, Dominique. Les mots amour, etc., on en entend beaucoup parler dans tout. Je pense qu'il n'y a pas de donneur d'ordre ou de solution miracle. Hein. Ça se passe à l'intérieur. Puis, comme on dit en québécois, je suis persuadé que tu es tous venus nous chercher. Merci beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. On t'envoie et on vous envoie tous des gros becs, comme on dit à Québec. Des gros becs d'amour. Des gros becs d'amour. Merci beaucoup pour avoir été présent à cette émission en compagnie de Dominique Gagné. Communiquez, partagez, contactez-la en direct, contactez-nous sur Radio Clé de Vie, sur les petites annonces qui paraissent en dessous du bandeau de l'émission. On est là pour vous parce que vous êtes là pour nous. Salut tout le monde. Au revoir. On va se revoir. Salut Dominique. Bye, à bientôt.